Bonjour à vous, merci d'être avec nous ce matin. Vous regardez l'instant RR comme les régions que nous allons traverser pour parler de sujets qui vous concernent au quotidien, des sujets tendances aussi. Je vais par exemple vous faire découvrir une entreprise à Bordeaux qui connaît une croissance insolente. Ce leader français du jeu vidéo et de la réalité virtuelle est passé de 12 à 140 salariés en à peine 15 ans. Il faut dire que l'entreprise est encore et toujours à la pointe de la technologie. La technologie, toujours plus avancée, les recherches qui y sont associées permettent aux scientifiques d'étudier avec précision les conséquences sur la chaîne alimentaire des pollutions aux microplastiques des océans. Un reportage riche en enseignements, vous verrez. Et justement, améliorer la qualité des cours d'eau, voilà l'ambition de la communauté de communes de Bruyères, c'est dans les Vosges. À cette occasion, des collégiens ont été sensibilisés à l'utilisation des produits ménagers et des produits qui contiennent souvent des substances nocives. Ils se sont donc lancés un beau défi, apprendre au plus grand nombre à fabriquer ces produits soi-même, des produits naturels. Au collège Charlemagne, les mardis matins, c'est jour d'enregistrement. Pendant 2 heures, la salle des profs se transforme en studio télé. Devant la caméra, c'est toujours un peu les mêmes qui s'y collent, les 5e et les 4e du club vidéo. Silence, ça tourne, action. Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle astuce. On va déboucher un évier naturellement. Sur la table, que des produits de base qu'on peut trouver en supermarché, de l'argile, du savon noir, du bicarbonate de soude et quelques huiles essentielles. On a aussi fabriqué du liquide vaisselle, de la lessive, Le masque hydratant, le masque point noir, du shampoing, du gel douche. le déodorant. On glisse toujours le mot naturel, d'une manière ou d'une autre. Les textes ont été écrits avec la prof de français, en insistant bien sur le côté facile, naturel et surtout bon pour la santé et l'environnement. En tout, les collégiens doivent fabriquer près de 12 tutoriels pour leur chaîne YouTube. Est-ce que c'est compliqué? Non, on peut tous faire ça chez nous. Il y a moins de produits chimiques, ça abîme moins la peau, la santé, c'est plus naturel. Les produits et les recettes sont fournis par Audeline. Elle travaille pour la communauté de communes de Bruyères. C'est elle qui a eu l'idée de ces vidéos YouTube, dont le but est d'améliorer la qualité des rivières du territoire. Son poste est d'ailleurs subventionné par l'agence de l'eau. On voit qu'avec le bicarbonate et le vinaigre, on fait déjà beaucoup de recettes et c'est des produits naturels qui fait qu'une fois qu'ils vont se retrouver dans les canalisations et après dans l'environnement, n'auront pas le même impact que 10 produits chimiques avec des molécules beaucoup plus polluantes parce qu'on a un produit pour les toilettes, un produit pour la baignoire, un produit pour le sol. Dis-moi, que trouve-t-on comme ingrédient dans la lessive du commerce? Alors, on trouve de l'enzyme, de l'azuro optique, du parfum, multifénil, méthylpro... Oh, c'est trop chimique. Jette-moi ça. On va plutôt utiliser notre lessive bio, c'est mieux. Si certains l'appliquent déjà à la lettre, Ma maman a essayé de le refaire et elle a trouvé que ça marchait bien. pour d'autres, les habitudes sont parfois difficiles à changer. Non, pas chez moi en tout cas. On n'a pas essayé, non. Là, on a des produits qui sont faits souvent avec du savon qui est de Marseille, donc le vert. Ça veut dire que le shampoing est vert, verdâtre. On n'est pas habitué du tout à utiliser ce genre de produits avec ce genre de couleur. Leurs vidéos sont diffusées toutes les 2 semaines jusque début juillet. Les collégiens espèrent bien qu'ils pourront changer les mentalités. À vous de leur dire s'ils vous ont convaincus. Vous avez aimé la vidéo? Pouce bleu. Abonnez-vous et partagez, tout est dans la description. Au revoir. Et pour retrouver l'ensemble des vidéos de ces collégiens, rendez-vous sur YouTube avec la recherche CCB2V Vosges. La réalité virtuelle entre progressivement dans notre quotidien. Il existe aujourd'hui des applications permettant d'accéder à différents services d'un simple geste de la main, et des innovations encore souvent associées aux jeux vidéo. À Bordeaux, une entreprise s'est spécialisée dans ce domaine et est devenue leader sur le marché. Asobo Studio a su séduire bien au-delà de nos frontières. Le géant américain Microsoft fait appel à son savoir-faire, un succès 100% français. Nous le connaissons tous. Le rat gastronome de Ratatouille. En 2007, le film de Pixar a été un immense succès mondial, tout comme le jeu vidéo créé par Asobo Studio. Installé dans le quartier des Chartrons, le studio bordelais de développement de jeux vidéo fondé en 2002 s'est forgé une solide réputation sur le marché américain au fil des années grâce à ses collaborations avec Pixar, Disney et Microsoft. Montre un peu, regarde les étagères là. Un nouveau jeu pour console et PC est en cours de création, sortie prévue en 2019.
Interdit aux moins de 18 ans, l'action se déroule en 1359 dans le sud-ouest de la France. Une époque très troublée du Moyen-Âge. Entre épidémie de peste et guerre de 100 ans, 2 enfants vont tenter de traverser la région. Sur un jeu comme celui-ci, c'est une équipe d'à peu près 40 personnes pendant plus de 2 ans. Donc, et à temps plein. Tout ça pour un jeu qui va finalement durer une quinzaine d'heures. Donc c'est beaucoup de temps par minute de beaucoup de personnes à la fois. Ouais. Depuis 2 ans, Asobo Studio se développe aussi désormais dans les hologrammes et les applications pour le casque de réalité mixte de Microsoft. Des lunettes qui enrichissent la vision, une technologie qui donne du volume aux objets et superpose des images dans votre environnement, à vous de les sélectionner par un mouvement de doigt. Démonstration avec ce buste du pharaon Akhenaton. Eh bien, moi je reconstitue petit à petit, étape par étape, le collier, le visage et la coiffe du buste tel qu'il était à l'origine. Immersion assurée à l'époque égyptienne. Cette application de mise en couleur d'Akhenaton a été réalisée pour le CNRS. Elle intéresse bien sûr les grands musées. L'intérêt aussi d'utiliser ce genre de dispositif, c'est qu'on reste concentré sur l'œuvre. Et le tout en gardant les mains libres, la tête haute et en gardant pied avec le réel. Avec ce casque, la société a également développé des applications industrielles, dont une pour le laboratoire pharmaceutique UPSA à Agen. Objectif, faciliter la formation et la maintenance sans interrompre la production. Autre exemple, avec cette application pour les médecins urgentistes, qui leur permet de se connecter à l'hôpital le plus proche, de procéder aux bilans médicaux du patient tout en gardant les mains libres. La dernière commande vient du secteur du nucléaire. Des geeks qui font des jeux et des geeks qui s'attellent à des sujets très sérieux. En pleine croissance, Asobo Studio emploie 140 personnes et affiche un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en ce début d'année. De nombreux projets sont encore à venir. Et puisqu'on parle de projet, je vais vous en faire découvrir un assez surprenant, celui de 2 nordistes. Dans leur micro-ferme, ils élèvent des insectes, des criquets, des grillons. Et s'ils bichonnent tout ce petit monde, c'est pour répondre à un sujet de société. En 2050, la planète comptera près de 10 milliards d'êtres humains. Or, les surfaces agricoles ne cessent de diminuer. Alors, comment nourrir tout ce petit monde? Vous m'avez suivi? Oui, avec ces insectes riches en protéines. L'une de nos équipes est allée rencontrer Mathieu et Virginie dans leur ferme du futur. Des milliers de têtes de bétail dans une pièce de 10 mètres carrés à peine. Voici l'une des plus petites fermes du monde. On a des petits grillons. Quand ils seront arrivés au stade adulte, on aura 1 kg de grillons par caisse. Donc là, on a un pondoir de criquets. Alors ici, on a un élevage de larves de ténébrions. Donc ici, on a les adultes qui pondent des œufs. Et nous, ce qu'on récolte, c'est les œufs qui sont dans le substrat, qui devient donc au bout de quelques mois des vers. Mathieu et Virginie se sont lancés dans cet élevage du futur par souci de la planète et des hommes à nourrir. Les insectes sont une source de protéines et de vitamines extrêmement riches. Et au niveau de la planète, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de terre, il n'y a pas besoin d'eau. Ça ne rejette pas de méthane, ça ne rejette pas d'ammoniac. Et sur des petites surfaces, on peut élever beaucoup de protéines propres, on va dire. Donc ici, nous, on peut nourrir quelques familles avec 10 mètres carrés. Après sa phase expérimentale, la ferme à insectes pourrait s'installer ici, au cœur de Roubaix. Cet ancien parking est déjà un jardin partagé pour les habitants du quartier. En plus des légumes, il accueillera dans quelques années aussi des champignons ou encore de l'aquaculture. Ici, les insectes fourniront de la nourriture aux poissons, dont les déjections fertiliseront les légumes, ou la chaleur émise par les champignons ou le compost servira de chauffage pour les insectes. La ferme urbaine circulaire du Trichon, c'est le nom de ce projet. On va essayer de chercher ici, à moindre coût, la plus grande efficacité écologique possible. Comment on sort le plus de légumes, de protéines animales sous forme d'insectes, de poissons, pourquoi pas, avec le moins d'espace, le moins d'argent, le moins de carbone possible. Et c'est rien de plus que se rapprocher le plus possible de la merveilleuse intelligence de la nature et du vivant. On fait que les criquets. En attendant, Virginie et Mathieu vont continuer de promouvoir leur élevage comme nouvelle source de protéines alimentaires. Cela passe par un peu de pédagogie. Et le grillon, c'est l'équivalent de la crevette grise.
C'est un plaisir et c'est un plaisir de tester des nouvelles recettes parce qu'il y a tout à faire. C'est un plaisir de l'intégrer de façon naturelle dans notre alimentation. Grillé ou réduit en poudre, tout est possible avec les insectes. Ils sont déjà consommés par 2 milliards d'êtres humains à travers le monde. En Europe, leur commercialisation n'est pas encore autorisée, sauf pour les animaux. Dans l'instant R, nous accordons beaucoup d'importance au bien-être, qu'il soit physique et mental. Ce matin, nous vous présentons une méthode qui va certainement vous intéresser si vous êtes enceinte ou si vous avez dans votre entourage une future maman. Cette méthode vise à en terminer avec les accouchements douloureux. Regardez, une femme sur 3 juge son accouchement traumatisant, ce n'est pas rien. Une association se mobilise donc pour faire connaître le dispositif Naître autrement. C'est en fait un accompagnement spécifique de la mère et du père pour faciliter le contact avec le nourrisson dès les premières contractions. Une méthode appliquée à la maternité du Pertuis dans le Vaucluse. Dans quelques jours, Agathe va mettre son 4e enfant au monde. Elle a rendez-vous pour la dernière fois avec sa sage-femme, Laurence. J'ai ma gelée, je suis désolée. On est à 33, parfait. Ah, plus 33, c'est à terme. On vérifie que le cœur du bébé batte bien, sa vitalité en fait, qui bouge bien, et puis les contractions. Et dans quelle mesure ça pourrait être un début de travail ou que ça a pu faire avancer ou dilater le col. Et si Agathe est aussi épanouie, c'est parce que depuis plusieurs semaines, avec Laurence, elle suit une sorte de coaching. Agathe souhaite un accouchement le plus naturel possible. Mais ici, elle veut envisager tous les scénarios, même les plus désagréables pour elle, comme celui du déclenchement. Donc on va essayer de vibrer ça, c'est-à-dire à la fois cette crispation de se dire qu'on ne vous a pas écouté, et à la fois de se dire que on va être en travail et on va pouvoir mettre en place l'entraînement. D'accord ? D'accord. Ok, on y va. C'est pas du tout du chant dans le sens où le chant c'est plusieurs notes et une mélodie, alors que là il peut y avoir des ritournelles ou des mélodies, mais c'est quand même juste un son qui vise à ouvrir, à s'ouvrir et à laisser passer le bébé de la façon la plus harmonieuse possible. Naître enchanté, c'est redonner la faculté à la personne qui accouche de vivre son accouchement et de le vivre, pas obligatoirement sans péridurale, l'idée est pas, mais de le vivre pleinement. Les personnes qui viennent à Naître enchanté, c'est souvent des personnes qui veulent vraiment prendre à bras le corps leur travail, quoi. C'est-à-dire être actrice et avoir vraiment l'impression d'être responsable de ce qu'elles font. À la maternité de Pertuis, cette méthode de coaching mental et vocal, on la connaît bien. Elle permet de donner toute sa place au couple et à la maman, et parfois aussi d'éviter ce que l'on nomme pudiquement les violences obstétricales. Beaucoup de ce qu'on appelle les violences obstétricales ne sont pas issues d'une mauvaise intention. Quand la mère elle est présente, elle, et elle continue à vibrer, elle montre très bien, avec le sang qu'elle émet, attention, moi je suis là. J'ai besoin de cette bulle, j'ai besoin de cette zone de respect, j'ai besoin aussi qu'on me prenne, qu'on me considère comme présente, j'ai besoin de participer. Être une parturiente active et respectée, c'est le pari de Naître enchanté. Cette nuit, à la maternité de Pertuis, Agathe et son mari vont mettre leur 4e bébé au monde, quasiment en autonomie, mais surtout en toute sécurité. Avoir un enfant, une aventure humaine parfois semée d'embûches. En France, près d'un quart des couples rencontrent des difficultés pour avoir un bébé. L'un d'eux a filmé son quotidien, son combat pour pouvoir fonder une famille. Avec un smartphone, Raphaël raconte son parcours du combattant pour espérer mettre au monde son enfant. Ses consultations, ses longues attentes, ses espérances et au final, sa grande joie d'y être parvenu. Un documentaire qui entre dans l'intimité d'un couple, un regard inédit sur la fécondation in vitro. Les enfants nés de la fécondation in vitro sont comme tous les autres. Lorsqu'ils sont là, c'est la vie qui s'impose et elle est la plus forte. Cette voix, cette histoire, ce sont celles de Raphaël Cateau. L'aventure d'un couple qui recourt à la fécondation in vitro. Au départ, il n'y avait aucune intention de faire un film.
Je suis rentrée assez tard, vers 40 ans, dans l'aventure d'une PMA, d'une procréation médicalement assistée. Et Rodolphe, mon compagnon, a décidé de filmer avec son téléphone portable tout. Ces moments d'intimité et de combat, nous les avons filmés. Rodolphe d'abord, le papa, sur le vif, en temps réel, en allant là où aucune caméra n'a jamais pénétré. 2 ans après cette expérience, elle redécouvre les images. La réalisation du film devient une évidence. Elle décide d'y ajouter son propre regard. Le film croise le regard d'un couple qui se filme en fait. Il y a le regard de l'homme qui croise le regard de la femme. Et donc j'ai dû rejouer des scènes. Cet homme au centre de l'image, c'est René Friedman. Voilà. Alors, vous avez vu tout ce monde qui est autour de vous? Le père de la fécondation in vitro en C'est France. pas en terrain inconnu. Bonjour madame. Elle le découvre un jour en écoutant la radio. Sa voix chaude et rassurante est un déclic. C'est à lui qu'elle confiera sa grossesse. C'est un homme dans ma vie qui a pris une place exceptionnelle. C'est le père du film, c'est le père scientifique de mes filles. Voilà. Je couve, j'essaie d'y croire. C'est un film d'espoir, c'est un film d'amour. Il y a un truc très fort avec la vie, le fait d'aboutir à ses rêves, de tout faire pour qu'ils se réalisent, qui est sous-jacent. Et pour moi, c'était important de m'adresser à tout le monde pour ça, d'aller au bout de ses rêves aussi et d'y croire. Ce film, c'est une ode à l'amour, à la famille, un regard bienveillant sur la vie, un message d'espoir pour tous ceux qui rêvent d'enfants. Et le documentaire Journal d'une FIV a reçu le prix du public au Festival international du grand reportage d'actualité. L'Instant R continue, il est un peu plus de 11h, merci d'être avec nous. Dans un instant, nous visiterons le musée de l'apothicaillerie à Troyes, un lieu riche en histoire qui plonge dans l'univers de la médecine du XVIIIe siècle. Mais tout de suite, parlons d'un vrai défi du XXIe siècle, la protection de nos mers et de nos océans. L'activité humaine a des conséquences désastreuses sur leur écosystème. Les pollutions aux microplastiques font des dégâts considérables. 80% de ce plastique vient de la Terre et il revient un jour fragmenté, pulvérisé. Une pollution dont les scientifiques commencent tout juste à étudier les conséquences sur la chaîne alimentaire et donc sur notre santé. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Il y a eu les marées noires, il y a encore des marées vertes, mais cela fait déjà quelques années que les marées sont aussi multicolores. La laisse de mer se fait mosaïque imputrescible. Les polyéthylènes et autres polyuréthanes se mélangent aux grains de mica et de quartz de nos sables blancs. Car si petit poisson deviendra grand, macroplastique deviendra inéluctablement microplastique, microscopique. Nous sommes en rade de l'Orient. Les bénévoles de l'Observatoire du plancton mettent à l'eau un filet spécial. Avec l'aide d'un scientifique de l'Université de Bretagne Sud, ils tentent de mettre au point un protocole pour l'observation des microplastiques. On s'est rendu compte que les plastiques étaient de plus en plus présents dans nos prélèvements. Et donc on a créé un filet Manta pour aller prélever des microplastiques. On génère tous, dans une moindre mesure, même si on essaye de faire attention, des microplastiques. Ne serait-ce que quand on fait tourner une machine à laver, par exemple, on va générer des fibres synthétiques, des fibres plastiques, qui sont partiellement retenues au niveau des stations d'épuration, mais dont une partie arrive quand même en mer. Et c'est ces fibres qu'on retrouve souvent dans nos prélèvements en mer. Après la pêche, l'observation microscopique au local de l'association. Donc là, on a une belle fibre. Probablement synthétique, tu vois, peut-être du nylon, des choses comme ça. Et chaque grosse fibre va se déliter en centaines de microfibres, plus petites encore que les organismes du plancton. Et les poissons, par exemple, ou d'autres organismes vont facilement les manger parce qu'en fait, bon, là, celle-là, elle est assez longue, mais quand elle est cassée sur sa longueur, elle fait vraiment la taille de la nourriture de ces organismes, d'un certain nombre d'organismes vivants. Donc, potentiellement, ça peut être assez facilement ingéré par des poissons ou d'autres organismes.
Nous retrouvons Michael Kerzierski à l'université. Il est en train d'étudier les milliers d'échantillons de microplastiques prélevés par l'expédition Tara en Méditerranée en 2014. C'est un spectre de polyéthylène, et le polyéthylène, c'est un des plastiques les plus utilisés dans l'industrie de l'emballage. Le fait de pouvoir les caractériser, de pouvoir déterminer leur nature chimique, ça peut éventuellement aider à comprendre quelle est leur source, d'où viennent ces microplastiques. C'est ici à Argenton, dans le Nord Finistère, que les chercheurs d'Ifremer étudient un des maillons de cette chaîne alimentaire, l'huître. Alors c'est comment ce matin? Ça va, ça se passe bien, les ça mange. conditions sont bonnes, ça mange bien. Donc on va pouvoir remettre une dose de plastique ce matin? Oui. Les huîtres reçoivent chaque jour leur portion d'algues et leur petite dose de microplastique, histoire de voir comment elles le digèrent. On voit bien que les cellules d'algues et les microplastiques vont se coller. Vous voyez ici par exemple des microplastiques qui sont enchâssés dans un agrégat avec une cellule d'algue. C'est la nourriture de nos animaux et par exemple ici une larve d'huître va ingérer ces cellules d'algues et va en même temps ingérer les microplastiques qui auront été collés à ces cellules. Donc vous voyez ici, on voit 3 particules de microplastiques fluorescentes qui sont dans le tube digestif d'une larve d'huître. Rassurez-vous, pour le moment, seule une huître sur 10 a ingéré du plastique en Bretagne. En revanche, mieux vaut ne pas déguster de fruits de mer dans certains pays d'Asie. Nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée. Revenons sur la terre ferme et rejoignons Troyes dans l'Aube pour visiter le musée de l'apothicairerie. On découvre alors une collection unique en France de boîtes à pharmacie. La pièce demeure dans son état initial avec ses boiseries en chêne de style Louis XIV. L'occasion d'en savoir un peu plus sur un métier aujourd'hui disparu, celui d'apothicaire. Et vous allez le voir, c'est aussi un certain regard sur la médecine du XVIIIe siècle. C'est un voyage dans le temps, celui de Molière et du médecin malgré lui. Située dans la cour de l'hôtel Dieu-le-Comte, l'apothicaire-rie est restée figée au XVIIIe siècle, avec ses boiseries en chêne, ses étagères chargées de faïence et ses boîtes médicinales. Dans les boîtes en bois sont conservées vraiment les matières premières séchées. Ensuite, celles-ci sont mélangées avec du vin, de l'huile ou du miel et ça devient des remèdes qu'on conserve ensuite dans ces pots en céramique. Et donc chaque pot est adapté à un type de remède. Ici, l'apothicaire classait donc tous ses ingrédients dans ses boîtes, des ingrédients d'origine végétale, animale et minérale, avant de confectionner des remèdes. Soigner la toux, les maux de tête ou d'estomac, ou encore les caries. À chaque maladie, son antidote, avec parfois des compositions plutôt étonnantes. Est-ce que vous pouvez me chercher la boîte qui contient des pétales de rose? De quoi? Des pétales de rose. C'est bon, j'ai trouvé. Le musée accueille régulièrement des groupes scolaires. Pour ces enfants de CM1, découvrir tous ces médicaments permet de mieux comprendre l'évolution de la médecine et des soins. On essaye de leur montrer la différence la différence qu'il y a entre aujourd'hui et le Moyen-Âge. On essaye de leur montrer qu'il y a des médicaments qui restent toujours valables. Au XVIIIe siècle, les apothicaires ont une formation poussée. La corporation acquiert une certaine respectabilité et se différencie des herboristes, épiciers et des charlatans nombreux à l'époque. Alors ici, nous avons 2 chevrettes, qui est vraiment le symbole de l'apothicaire. C'est en fait le pot qui permettait de différencier l'apothicaire du charlatan ou de l'épicier. Il n'y a que l'apothicaire qui avait le droit de le mettre dans sa devanture, voilà, sous peine d'amende pour les autres. Donc ce pot, on l'appelle chevrette en fait en lien avec sa forme qui rappelle la corne du chevreuil. Il permet de contenir surtout les huiles. Et voilà, ici on en a 2 exemples de manufacture italienne qui datent du XVIIe siècle. C'est ici, dans ce laboratoire, que les antidotes étaient réalisés. Devant la cheminée, un poêle était installé sur lequel l'apothicaire et les religieuses faisaient chauffer les mélanges pour fabriquer les drogues. L'apothicaire suivait l'ordonnance du médecin, mais il lui arrivait également d'administrer des remèdes ou de réaliser quelques traitements sur les malades.
Au XVIIIe siècle, en fait, on soigne encore selon la théorie des humeurs qui est très présente. Donc avec l'idée qu'en fait, pour soigner la personne, il faut équilibrer ces différentes humeurs ou tempéraments. Donc il y a bilieux, sanguin, atrabiliaire. Et donc ça, on le fait principalement par la saignée. On fait beaucoup de saignée. Et également avec les ventouses. Donc on pouvait faire des toutes petites scarifications et des ventouses. Donc on a quelques ventouses. On pouvait utiliser aussi de vrais sangsues. Et donc on a ici une petite boîte en étain qui permettait de transporter ces sangsues. En 1777, les membres de la Corporation des apothicaires prennent le nom de pharmaciens. Ce n'est qu'après la Révolution française qu'ils délaissent les préparations et se concentrent sur la vente de médicaments. Cette apothicairerie de Troyes témoigne d'une certaine médecine entre science et superstition. Et pour en savoir plus sur ce musée, ses heures d'ouverture ou le tarif des entrées, ce site est à votre disposition. Pour d'autres instants découvertes, pratique, bien-être et vivre ensemble, je vous donne rendez-vous demain à 10h50. L'Instant R, le magazine qui met en lumière les sujets qui vous concernent, réalisé avec les 24 rédactions régionales de France 3, c'est tous les matins. Très bel après-midi à tous. Midi en France, c'est maintenant.